Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 avril 2023, encore quelques jours et les musulmans vont rompre avec le jeûne. On va finir avec le mois du jeûne de Hamdan. Les deux invités du jour, Koutse Yawo, le directeur du site d'information afriqueenligne.tg et Stan Asiato, journaliste à l'opinion.tg, sont avec nous. Koutse, bonjour. Bonjour Anita. Et la santé, ça va mieux? Ça va. Et la rédaction de afriqueenligne.tg. Se porte bien. Tout se passe bien. Ça va. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Est-ce que tu as besoin de prendre une pause avant de répondre à ma salutation? Alors, tous deux, je sais d'où vous venez, vous avez fait comment pour être avec nous aujourd'hui? Avec le débordement du bassin, c'est dans le Golfe 7, hein, oui. au niveau de l'ancienne douane. Tout à fait. Stan, oui. Dites-nous un peu, je vois que vous avez publié même un article par rapport à la visite du maire au sinistré. C'était hier. Mais d'abord, dites-nous, comment vous avez fait? Oui, on a fait un peu comme toi, il faut faire des tours, il faut prendre pirogue, comme à Dakwame dans le temps. Comment ça se passe? Bon, malheureusement, nous n'avons pas de pirogue ici. Et donc, l'alternative pour nous, c'était de prendre des déviations pour rallier nos différents endroits. Donc, c'est ce qui a été fait également ce matin, puisque l'eau est toujours là, la route est barrée. Donc, on a emprunté des déviations pour aller chacun là où on veut. À ses occupations. Alors, M. Koutse, connaissant un peu la zone, quand on parle quand on parle de déviation dans cette zone, c'est une zone, quand il pleut, même dans les corners, vous avez un peu de difficulté. Comment vous arrivez à vous en sortir? En fait, il y a quand même des points de chute, quoi. Donc, quand vous quittez votre village là, oui. vous approchez de la ville, vous Moi, déviez. je prends au niveau de Logoté pour arriver à Tigan, quand je prends le goûter au niveau de Zanguera. Puis c'est bon. Mais ce matin, l'eau a un peu chuté, c'est bon. Alors, c'est l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour. Inondation dans la commune du Golfe 7 avec le débordement du bassin de rétention d'eau de l'ancienne douane d'Adido Gomé. Alors, écoute, je reste avec vous. Ce bassin a été construit il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on n'a pas pris en compte tout ce que ça peut contenir? Ou bien c'est qu'il n'y avait pas assez d'espace pour faire un bassin plus grand que ça? Non, il fallait aussi faire la profondeur. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, je vais faire un bassin superficiel, très vite, l'eau a rempli et a débordé. C'est tout. Si c'était au moins en profondeur, ça aurait été mieux. Ils ne l'ont pas fait ainsi. Juste un bassin de rétention d'eau provisoire. Maintenant. Vous pensez que c'est provisoire, c'est un bassin de rétention? Normalement, quand on fait un projet, quand on construit un ouvrage, c'est peut-être 20 ans. La qualité. Donc, c'est vrai, ils ont fait, mais la profondeur, ça manque. Voyez-vous, il n'y a pas que Alido Gomé, il y a aussi l'hôpital de Lyon. Là encore, ça a débordé. Oui, mais pour 2 Lyon, c'est vrai que ça déborde, mais après la pluie, au moins... Ça disparaît. Mais, bon, nous sommes à 24 heures de cette pluie-là. Si vous allez à 2 Lyon actuellement, il y a de l'eau sur la route. Pas sur la grande route, pardon. Je pense que pour les ouvrages... nous ne sommes pas dans le Golfe. Voilà, il n'y a pas ça. Non, si. Pardon, pourquoi vous voulez nous comprendre? Oui, il y a de l'eau dans l'autre angle. Oui, il y a entre les deux rétentions. Entre les deux rétentions, là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. On doit maintenant plus le goudron. Alors là, vous estimez que ces rétentions ont été construites provisoirement? Avec des qualités un peu douteuses parce que je pense que c'est pas bien fait. Il faut donc faire la profondeur ou carrément essayer de voir les techniciens qui vont essayer de canaliser l'eau de la ville vers l'océan. C'est la solution finale. En dehors de ce chemin, des dégâts tout le temps. Alors, Stan, tout à l'heure, je le disais, vous avez publié un article où le maire de cette commune
s'est dirigé vers les sinistrés et dans ses propos, il a dit ceci, le problème d'inondation sera réduit dans notre commune dès que les travaux du collecteur des eaux pluviales seront réunis. Alors, jusqu'à quand ça? Parce que là, nous sommes en saison pluvieuse. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu sur ce que Koussé a dit, que je partage parfaitement. Et en tout cas, moi... Canaliser les eaux vers l'océan. Le truc a été construit de manière superficielle. On n'a pas pris en compte la profondeur. En tout cas, moi, je n'ai pas été surpris de voir cette rétention-là, cet ouvrage-là cédé hier. J'ai vraiment j'ai pas été surpris parce que je voyais ça depuis. Parce que même d'abord, lors de la construction, je n'étais pas d'accord pour le niveau, on s'était arrêté. Quand je parlais de la profondeur. Parce que pendant qu'ils achevaient l'ouvrage, on avait l'impression que ce n'était pas profond. Déjà, il y avait de l'eau qui arrivait à presque au bout du trou. Donc, moi, je ne suis pas étonné, je suis vraiment pas étonné du fait que ça déborde à quelques mois de la finition du travail. Je n'ai vraiment pas été d'accord et ce que j'envisageais est arrivé. Et donc, moi, je pense que vraiment les gens n'ont pas tenu compte de la profondeur. Si le truc était un peu plus profond, je ne pense pas que ça pourrait céder aussi facilement. Et donc, je pose complètement l'avis de Koussé. Et également, pour le second aspect, je suis d'accord, parce que bon, en écoutant même le maire Aimé Djikounou hier, le maire de Golf 7 hier, il disait que bon, c'était l'intention de canaliser tous les eaux qui sont dans le secteur de Segbe, Adizo Gomé, etc., vers la mer. C'était l'intention en tout cas, mais sauf que ce n'est pas encore fait, on n'en est pas encore là. Et donc, c'est là il parle de collecteur des eaux pluviales. Voilà, je pense que du Segbe jusqu'à passant par Adizo Gomé, jusqu'à Bukaru, etc., il veut canaliser l'eau. Pour que, bon, si mais pour un dirigeant, nous entrons dans la saison pluvieuse. Pourquoi ne pas faire ça en saison sèche et maintenant en saison pluvieuse, permettre aux gens de souffler? Parce que là, leur trouver un endroit pour revenir après, c'est bien. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'après demain, il n'y aura plus une autre, aussi grande que celle qu'on a connue? Voilà. Je pense que c'est là où quand on dit diriger, c'est prévoir, c'est là où les gens pêchent un peu. Parce que d'abord, on devait savoir que bon, en moment de pluie, ça pourrait arriver. Et donc, on devait prendre des dispositions assez tôt. Pendant qu'il y avait le soleil, pendant qu'il n'y avait plus de pluie abondamment, on devait quand même faire tout pour finir ce travail. Quand vous prenez les retenues qu'on conçut de Segbe, Adizo Gomé, Bukaru, etc., vous allez voir que tantôt on aborde le travail, tantôt on laisse, on revient après quelques mois. C'est comme ça se passe. Et même à Adizo Gomé, là où, au niveau de la douane, quand on a fini de construire la rétention, le retenu d'eau, à une partie, c'est carrément laissé comme ça, sans clôture. Et c'est comme ça, quoi. Bon, ça, c'est normal que quand il pleut un peu, ça puisse déborder. Et donc, je pense que les gens ont manqué de vision, les gens ont manqué d'aller très vite dans le travail, parce qu'on devait prévoir que après Djoumao, la ville est en train d'être... la population devient dense, les gens occupent les places, et donc, on est forcément exposé au phénomène d'inondation, etc. Donc, les gens devaient prévoir, devaient avoir cette vision que, bon, si rien n'est fait, à un moment de pluie, on pouvait assister à ce genre de scénario. Donc, mais ça a manqué. Ça n'a pas été fait. Et nous voilà devant les subissons, voilà. Alors, pourquoi attendre que le danger arrive avant de commencer par penser aux éventuelles solutions? C'est parce que je ne dis pas forcément que c'est parce que le danger est arrivé que le maire a dit ceci, mais bon,
il n'y a rien moi, je qui a peux été dire, fait. Peut-être c'est que, les choses étaient en construction. Et voilà, le danger est arrivé maintenant. Les gens subissent. C'est qu'au Togo, on fait trop de spontané que d'inspirer. Pour un ouvrage, il faut l'inspirer. Prévoir la quantité d'eau. On ne l'a pas fait, on a juste fait de façon spontanée. Un bassin de retenue d'eau, sans profondeur. Les conséquences, elles sont là. Il faut partir de l'inspirer et dire que ce que j'ai fait là, ça peut durer peut-être 15, 20 ou 30 ans. Mais on est dans le spontané. On fait, on dit c'est bien, on applaudit. Quelque temps après, on dit oh, mais il y a des défauts. Donc, allons dans l'inspirer. Pour tous travaux publics, allons dans l'inspirer que le spontané. C'est tout. Alors, ça sert à quoi aujourd'hui d'investir pour construire quelque chose et 2 ans après, on voit que ça ne répond pas à nos réalités? Oui, mais c'est la conséquence. C'est la conséquence de la manière dont nos autorités nous gèrent. Vous savez, quand les Allemands étaient ici, il y avait un plan directeur de la ville de Lomé. Vous voulez comparer la situation actuelle à la situation coloniale? Bien sûr. Dès que nous sommes indépendants, on a tout jeté. On a vendu des zones inondables, les gens l'occupent. Est-ce que vendre les zones inondables, c'est la faute à l'État? Est-ce que la terre appartient à l'État? Non. Ce sont les collectivités qui vendent les terres. L'État pouvait dire, attention, réserve ou bien faire une plaque, ne pas construire ici. Il en a le droit, il ne l'a pas fait. Regardez Djoubedi. Les gens sont présentement sous l'eau. Parce qu'ils ont construit sur le lit naturellement des rivières, Zio et machin. Voyez-vous. Donc, il faut plutôt trouver des spécialistes, soit des Chinois en la matière, qui vont venir drainer l'eau de Lomé vers l'océan. Ça peut se faire. Et du point de vue aérien, la disposition donc des terres, prendre de l'agité commun pour couper au niveau de... Mais si on draine toutes les eaux vers la mer, c'est que ceux qui sont à Baguida et à Niro, c'est risqué pour eux. Mais non, ils sont toujours dans le risque. La mer avance presque tous les jours. Nous sommes d'accord. Mais ça, c'est que le risque, si le risque était à 3%, c'est que le risque augmente à 10%. Donc, non. Vous n'estimez pas? Non, les vagues de la mer sont telles qui causent l'érosion côtière et avancent. Nous sommes d'accord. Mais si l'eau de ruissellement s'ajoute, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On peut le faire et être tranquille. Il est vrai que l'eau va disparaître dans peut-être un siècle, selon certaines études, vu l'avancée de la mer. D'ici peut-être 50 ans ou 100 ans, l'eau va disparaître. Ce serait de l'eau, tout ça ici. Nous n'avons pas les dispositions dès maintenant. C'est mieux quoi. Tous des grands techniciens qui vont venir avec un bon cerveau, voir et canaliser vers l'océan, c'est tout. Alors, Stan, vous avez suivi un peu les analyses de Koutsia par rapport au fait de drainer l'eau de ruissellement vers la mer et également par rapport aux ouvrages qu'on construit. On dépense énormément d'argent pour construire les ouvrages et après 2 ou 3 ans, on dit ce n'est plus d'actualité. Il faut chercher l'argent pour construire. Ça sert à quoi alors? De chercher l'argent pour construire quelque chose et 2 ans après, ce n'est plus d'actualité. Il faut encore chercher l'argent. Au même moment, on se plaint du niveau de vie de la population. C'est du gâchis tout simplement. C'est du gâchis. Comme Bruxelles a dit, c'est ça. Hein. Genre, si on veut construire ces genres d'ouvrages, on doit quand même prendre attache avec les techniciens. Mais ce sont quand même les techniciens qui réalisent ça. Quand vous allez, vous les voyez. Vous n'estimez pas que ce sont de vrais techniciens, c'est ça? Oui, bon. Puisque ça, si c'était des vrais spécialistes, bon, comment tout prévoir. Voilà, comment après on construit un truc, après quelques mois seulement,
ça Ceci, ça ne fait même pas un an. Voilà, c'est pourquoi je dis après quelques mois. Et donc moi, je pense également, comme vous savez, qu'on doit, pour ces gens d'ouvrage, on doit prendre des vrais techniciens qui vont bien analyser d'abord le lieu où on veut construire l'ouvrage et voir quelle quantité d'eau peut venir à cet endroit pour qu'on puisse construire l'ouvrage en conséquence. Et d'abord, on doit faire l'analyse là, savoir quelle quantité d'eau peut arriver à cet endroit s'il y a tel nombre de pluies. C'est ce qu'on doit prévoir. Avec ça, on pourra construire un truc qui va durer, qui va en tout cas répondre aux attentes. Et au-delà de ça, la grande solution, c'est de faire tout pour canaliser l'eau vers la mer. Je pense que du moment où la ville est en train de s'agrandir, on occupe les espaces, il ne reste que les routes, les ruelles, etc. Forcément, on sera confronté au problème d'inondation. Donc, ce qui serait mieux, c'est de réfléchir vraiment à trouver la solution pour de bon. Et par rapport aux terres vendues, comme il a dit, il y a des gens qui ont construit dans le lit des fleuves et autres. Là. C'est là où aussi. Est-ce que c'est la faute au gouvernement ou c'est la faute aux collectivités? Et moi, je pense que c'est la faute aux acheteurs. C'est la faute au gouvernement. Et dans d'autres pays, avant même que des gens n'occupent des parcelles, avant même que des gens viennent s'installer à un endroit pour dire nous sommes en train de constituer un quartier, un village, etc. Il y a d'abord même le gouvernement qui a les autorités qui vont là-bas mettre sur place ce qu'il faut, l'électricité, l'eau, etc. Ils parlent dans certains pays ça. Alors que chez nous ici, c'est plutôt les populations eux-mêmes qui arrivent sur place, ils construisent sans aucune précaution, ils construisent, ils font tout pour amener eux-mêmes l'électricité à partir des systèmes araignées, etc. Avant même que l'État ne pense que ça constitue comme voilà, donc risque. C'était le contraire. L'État devait savoir que non, cet endroit, si on laisse les gens l'occuper, on aura problème après. Donc, d'abord, déjà, on met des garde-fous pour que les gens ne construisent pas là-bas. Et là, on prévoit. Sinon, on arrête. Ça chez nous. Pardon? Maintenant que c'est pas comme ça chez nous. C'est là où on dit que est-ce qu'il faut l'État. encore imputer la responsabilité à l'État? Si, ça dit que c'est au niveau de l'État que ça, les gens n'ont pas. Ça a gaffé. Je pense que ça, les gens ont manqué de vision. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, parce que Lomé continue de s'agrandir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État peut déjà se rattraper? Parce qu'il y a de nouveaux quartiers qui viennent, jour. qui naissent. L'État peut se rattraper en faisant quoi? Bon, est-ce que l'État a un moyen maintenant de leur trouver de nouveaux endroits pour, en tout cas, faire de leur ancien endroit des retenues d'eau, etc. Si l'État a des moyens, je pense qu'on doit penser aussi à cette solution. Alors voilà qu'un si est placé là. Parce qu'on parle forcément de moyens. Nous, on n'a pas de moyens pour vous trouver notre... etc. Donc, je pense que c'est là où on dira, bon, si, quoi. On te dira que sinon, c'est ce qu'on peut faire, enlever les gens des lits du truc là, des pluies, de l'eau, et puis les diriger vers un autre endroit et voir cet endroit-là. Que ce n'est pas une zone inondable. Et faire de cet endroit-là qui sont inondés, des retenues d'eau. Voilà, avant de terminer avec ce sujet coup de serre, vous avez forcément quelque chose à dire. D'abord aux populations qui vivent dans ces zones-là. Parce que quand on dit saison de pluie, on sait tout ce qui va avec comme maladie et les risques. Vous levez au matin. Je me souviens dans un quartier, c'était à Dido Gomé où il y a eu un accident là, le mur qui s'est cassé. C'est à Dido Gomé, à Madarome. Oui. C'est l'occasion de peut-être attirer l'attention de ceux-là qui nous suivent par rapport aux précautions à prendre en cette période de pluie. Comme moi je l'ai toujours dit, c'est que nous manquons quand même de prévision. Peut-être d'ici 30 ans, nous sommes presque 1,5 million à Lomé. D'ici 10-20 ans, la population est doublée. Alors, doublée ou triplée?
éventuellement. Maintenant, il faut prévoir des choses pour le futur et non le présent. Au Togo, fait-on le présent. On ne passe pas au lendemain, au futur. C'est ça. C'est ça. L'océan a déjà pris 2 voies bitumées vers Anéro. 3e voie maintenant. La mer avance également. S'il faut peut-être faire en hauteur, il faut le faire. 50 km de la douane en Koviakopé et Lakoni, 50 km. On peut faire ça en hauteur. Là, même si l'océan est au-dessous, le véhicule passe en haut. Mais c'est ça la technologie. Un peu comme ce qui est fait au niveau d'Anéro. Voilà. Au niveau de la préfecture, je crois. Un peu comme ça. C'est ça. Il faut prévoir pour de longue durée et non le spontané. Nous aimons trop le spontané au Togo. Voici les conséquences. C'est ça. Alors, un conseil peut-être pour ceux-là qui vivent la situation. Parce que là, vous venez de parler de l'État. Mais je doute fort non, que écoutez, ce soit vous savez, les membres avant de du payer, gouvernement qui vivent cette situation. C'est pas eux de prendre certaines précautions pour éviter certaines maladies. Oui, normalement, il y a des sinistres. Où sont-ils? Je peux dire, etc. Il faut que l'État essaie de dénombrer tout ce monde-là et trouver des solutions à leurs problèmes. Et à ceux-là même, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vrai, l'État il faut déménager. Il faut simplement et autres là. Mais c'est vous qui êtes exposé aux maladies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter certaines maladies? Il faut simplement déménager. Si vous avez construit là-bas, déménager, c'est... Au moins temporairement. Et quand le route disparaît, vous revenez. C'est très simple. Alors, Stan, même question. À ces personnes-là qui vivent ces situations difficiles, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Moi, je veux parler des maladies surtout, parce que c'est en ces périodes qu'on entend parler de serpent a mordu quelqu'un, paludisme, choléra et autres là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le danger, il est déjà là. Vous êtes là. Quelles précautions prendre pour l'éviter, ça au moins? Bon, ce qu'on peut faire, c'est, comme Koussala dit, de quitter les lieux, de vider les lieux, ne serait-ce que pour un moment, le temps que l'eau ne terrisse. Vous n'avez personne à Lomé, vous avez et vous n'allez quand même pas rester dans l'eau. Oui, vous n'allez quand même pas habiter dans l'eau. Peut-être à côté de vous, il y a de l'eau, mais dans votre maison, il n'y a pas de l'eau. Vous devez prendre des précautions également. Alors, c'est bien malin celui qui prendra très vite les précautions pour les éviter. Sinon, bon, si vous restez là-bas, disant que bon, pour le moment, vous n'êtes pas attaqué, en tout cas, c'est à votre risque et péril. Je pense que ce qui il y a lieu de faire, c'est lieu de guérir, le temps que la situation ne se régularise. Pour que, bon, si éventuellement on peut revenir après, là, d'accord, mais pour le moment, pour éviter du problème, il faut quitter, il faut vider la lieu. Il faut vider les lieux, ça demande encore des moyens financiers. Ouais. Eh bien, après les inondations, surtout dans le Golfe 7, nous allons parler politique à présent dans cette émission avec le feuilleton DMK, DMP et l'autre feuilleton qui se joue au sein du MPDD. Et tout ceci, c'est parce qu'il y a les élections. Et nous avons un message de sensibilisation pour vous dans cette émission. Si la régie le permet, David, on peut y aller avec le message de sensibilisation. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. Togolais vient, bâtissons la cité. Nous sommes en année électorale, 2 élections, tout ça, les régionales et les législatives. Eh bien, tout a commencé avec une sortie du prélat qui demande à ce que la dynamique portant son nom participe à quelque élection que ce soit dans ces conditions-là, tant que les choses ne seront pas revues
Et voilà, quelques jours après, je ne sais pas si c'est un feuilleton ou une série, quelques jours après, les ex-membres de la DMK, si on peut le dire ainsi, les ex-membres de la DMK ont fait une sortie pour dire, voilà, nous n'allons pas participer aux élections avec la dénomination DMK, mais avec la dénomination DMP. Nous tous ici, on avait fait une émission la dernière fois où tout le monde affirmait que c'était fini pour la DMK, mais ironie du sort, il y a eu une sortie. Nous disons que ce n'est pas fini pour la DMK. Eh bien, un nouveau bureau de ce regroupement de partis politiques a été mis sur pied il y a quelques jours. C'est toujours la suite du feuilleton, hein. Mais pourquoi vous riez? Et dans la mission de ce nouveau bureau figure la restitution de la victoire du scrutin du 20 février 2020. Du 22 février, hein, je crois. Du 22 février 2020. Alors, non. La dernière fois, on se disait que si les ex-membres de la DMK ont nourri l'envie de participer aux prochaines élections, c'est que la page 22 février a été tournée. Mais apparemment, la DMK, la page des élections de 2020 n'est pas tournée. Vous savez, ce qui se passe là, c'est comment dire, prenons Monseigneur Poitou par exemple. À 93 ans, il n'a pas changé dans sa vision de voir les choses. Pour lui, ce régime doit disparaître. Et il s'y met de toutes ses forces depuis plus de 30 ans. À disparaître. Je sais, l'alternance, j'allais dire. Voilà, l'alternance. Il est resté égal à lui-même. Parce qu'il sait, c'est dommage, que même si ils allaient à ces élections, ils n'auront pas suffisamment de poids au Parlement. C'est comme si on vous dit entre se mettre à genoux pour mourir et mourir debout, il faut faire le choix. Monseigneur a choisi de mourir debout dans sa dignité. Il ne veut pas aller... Qu'est-ce que vous appelez dignité dans ça? Oui, c'est-à-dire un pouvoir que vous ne reconnaissez pas. Nous sommes d'accord. Comment vous pouvez vivre dans un pays et ne pas reconnaître vous dites que votre pouvoir. Victoire était donc acquise et que le pouvoir vous a donc spolié. Donc il y a un conflit qui est là. Maintenant, vous allez manger avec ce pouvoir en temps normal. Quand vous dites manger avec capitulation. ce pouvoir, non, attendez. Participer aux élections, c'est manger avec le pouvoir, c'est ça? Non, écoutez, vous dites que le pouvoir est illégitime et que le président légitime est donc à Guillaume, n'est-ce pas? Alors, où vous restez dans votre logique, vous ne prenez pas en rien du tout, ou vous reconnaissez la victoire du président, vous participez. Vous, c'est très simple. Donc, elle dit, Monseigneur a voulu mourir debout que de se mettre à genoux pour mourir ensuite. Ceux qui vont... Même si je ne comprends pas le fait de dire à genoux. Quand je dis à genoux, c'est participer pour n'y avoir que 2-3 députés au Parlement sans grande voix. C'est ça la réalité. Mais au moins vous êtes à l'Assemblée, non? Votre voix peut compter. Vous pouvez participer aux travaux. Vous ne serez pas majoritaire. À quoi ça sert? Quand vous dites que vous avez le pouvoir, comprenons-nous. Alors, Stan, même question pour vous. La dernière fois, dans vos analyses, vous avez été clair, c'est fini pour la DMK. Aujourd'hui, la DMK nous dit que la DMK est là et la DMP est là. Oui. Apparemment, le 22 février 2020 n'est pas encore fini pour la DMK. Oui, c'est ce qu'on constate finalement. Et le MPDD, sinon Agboueme Kodjo et son équipe. Non, on va revenir à la situation au MPDD, parce que là, c'est encore un autre feuilleton. Voilà. Je pense que, comme on l'appelle, Agboueme Kodjo nous a une fois encore prouvé qu'il est un vieux singe à qui on ne peut pas apprendre à faire des grimaces. Et également, il nous a prouvé qu'il a travaillé sous
Yadema, et donc il maîtrise bien la politique. Oui, sinon, les gens, on ne misait pas trop sur une suivi encore de la DMK. Et donc, il a coupé l'herbe sous les pieds de beaucoup de personnes. Et en tout cas, beaucoup d'observateurs ne voyaient plus encore une vie en la DMK. Mais seulement après quelques jours, il nous a prouvé qu'il est un vieux singe. Donc, on ne peut pas lui apprendre encore à faire des grimaces. Et donc, il nous a sorti un grand coup. Moi, c'est ce que... étant hors du pays. Oui. Je pense que c'est un grand coup qu'il a fait. Et donc, il a coupé... Il a fait à qui? À ses ex-compagnons? Il a fait un grand coup parce que on a failli lui faire un coup d'État. Le vider. Oui, c'est moi, je pense que c'est un coup d'État. On a tenté de lui faire au niveau de la DMK parce que les gens avaient presque vidé son mouvement de son contenu, quoi. Ils avaient presque vidé la DMK de son contenu et donc c'était presque fini, hein, visiblement pour la DMK, et donc il a tout fait, il a fait l'essentiel. Il y a des gens là de son parti politique, hein. Oui. Pas des gens qui étaient dans le rassemblement même, des gens de son parti politique qui sont avec la DMP aujourd'hui. Et c'est là où je dis qu'ils ont fait un grand coup en réfléchissant de suite à se reconstituer, un bureau pour relancer, pour maintenir en tout cas la DMK. C'est là où je dis qu'ils ont été très malins. Sinon, ils finissaient comme ça, la DMK et ses membres finissaient comme ça, au détriment de la DMP, la nouvelle dynamique créée par... on nous a dit que c'était juste un changement de dénomination. Donc pour nous, c'est toujours la DMK, les anciens membres de la DMK qui deviennent membres de la DMP. Voilà, on nous avait comprendre que c'est juste un changement de nom. Or, dans ce mouvement, il y avait des gens qui pensaient autre chose et d'autres qui pensaient autre chose. Des gens qui étaient pour les élections, les gens qui étaient dans la position de continuer par revendiquer la victoire entre griffes de 2020, février 2020. Et donc, le courant ne passait pas trop. Il y avait deux mouvances au sein du même mouvement. Donc, c'était ça le problème. Et donc, si Agboueme et les siens n'avaient pas su réorganiser à temps la DMK, c'était clair que la DMP allait miser sur la force de ce groupe-là, cet ancien groupe-là, la DMK, pour relancer. Et avoir des sièges peut-être. Maintenant que la DMK s'est reconstituée, je pense que c'est là où Agboueme Kodio donne beaucoup de travail à la DMP. Maintenant, il revient maintenant à la DMP, doit refaire le travail carrément. Voilà, c'est qu'il faut tout reprendre au niveau de la DMP. Ça, c'est grâce au malin, à la ruse de Agboueme Kodio, selon vous. Alors, le nouveau président, ou bien le nouveau coordonnateur, si on peut le dire ainsi, de la DMK, Missi Agbeton, qui a déclaré ceci au point de presse: la DMK respecte et respectera le contrat signé avec le peuple, celui de ne jamais le trahir, pour quelque motif que ce soit. Alors, Koussé, dites-moi, participer aux législatives ou aux régionales, c'est trahir le peuple? Si on prend les principes de la DMK, participer à ces prochaines élections, c'est trahir le peuple? C'est exact, c'est la trahison. Ah bon? Oui. Les décisions se prennent à l'Assemblée nationale. Si vous n'avez pas de représentants là-bas, combien vous aurez là? Quand même, vous participez aux travaux? Je pense que dans l'ordre normal des choses, on se portera dans ses propres droits. Il ne serait pas question pour lui de collaborer de quelque manière que ce soit avec ce régime. Et il a toujours démontré
depuis très longtemps. Dès lors qu'une partie de la DMK se font en DMP pour aller encore à ces élections. C'était une partie, mais on ne nous avait pas dit que c'était une partie. On nous avait dit que la DMK change de dénomination et devient quand DMP. Monseigneur Potro dit qu'il ne veut pas que son nom figure dans le système électoral, c'est un avertissement, c'est son testament. Il ne veut pas. Nous sommes d'accord. Maintenant, vous qui disiez allez-vous créer DMP, donc vous êtes dissocié directement de la DMK. Nous sommes d'accord. Qu'on nous dise que non, que c'est toujours DMK, etc., qu'on ne leurre pas. Nous ne sommes pas des petits gamins. Mais est-il que la DMP est restée au pays, sur le territoire, et ils se rendent compte que le quinquennat va finir bientôt et qu'il y a doute que Agbemé prenne le pouvoir. Donc, fatigué de faire le surplace, eh bien, il faut aller à ces élections pour avoir une place au Parlement et participer. Moi, ce Potro lui dit non, il ne s'associe pas. À 93 ans, je pense que il est resté égal à lui-même. Et c'est normal, tout à fait normal, pour celui qui a des convictions. Alors, avec ce que l'opposition a vécu en 2018 en ne participant pas aux élections, est-ce qu'il faut aujourd'hui dire encore non aux élections législatives? Mais écoutez... parce que les décisions se prennent à l'Assemblée nationale. Vous savez, le boycott, en réalité, est un droit. Si, c'est un droit. Mais avec ce que ça entraîne comme conséquence. Qu'on n'a pas de meilleures conditions électorales, on peut ne pas participer. C'est quand je dis à quoi sert de se mettre à genoux pour mourir ou mourir debout. Votre c'est que s'il a un cas avec 2-3 personnes au Parlement, c'est pas le grand poids. Nous sommes d'accord. Et il a peut-être encore mourir debout. Et l'histoire retiendra qu'il n'a jamais collaboré avec le pouvoir. Voilà. Vous pensez qu'il n'a jamais collaboré quand je dis collaborer, c'est participer, d'être... Mais ce que nous disons ici, sauf que Monseigneur Potro n'est pas un homme politique. Oui, mais il est devenu, depuis 91, on ne le veut ou pas, c'est un homme politique maintenant. À DMK, c'est le regroupement politique qui porte son nom. Il fait de la politique. Il est en exil. Il fait de la politique. Ouais, vous. Je pense que moi j'admire donc le prélat. Qu'il est constant avec lui-même et qu'il ne se laissera pas capturer. Donc c'est bien de sa part. Alors Stan, quand on analyse un peu tout ce qui se passe jusqu'à ces différentes sorties, est-ce qu'on doit dire que le torchon brûlait il y a longtemps au sein de la DMK? En tout cas, c'est l'impression que j'ai aussi. Avant qu'il y ait ces sorties-là, on imagine un peu les discussions qu'il y a eu en off sans que la presse ne soit mise au courant, tout et tout, avant qu'il y ait ces différentes sorties aujourd'hui. Oui, je le dis, c'est l'impression que j'ai aussi maintenant, parce que en écoutant même, j'ai écouté le rapporteur de la DMK ce matin, monsieur Nsukwe Thomas, qui est le nouveau rapporteur de la DMK. Sur une radio de la place, il affirmait comment le processus se déroulait avant même que les gens n'aillent au DMP, à la dynamique de la majorité pour le peuple. Et donc, en l'écoutant dans son développement, j'ai compris que avec les gens au sein même de la DMK, il y avait des gens qui étaient pour les élections et des gens qui étaient pour le maintien de la dynamique. Genre, on ne continue pas à réclamer la victoire entre griffes
de février 2020. Et donc, selon lui, ils avaient prévu se prononcer sur leur participation ou non aux élections le 31 mars. Et donc, c'est après cette sortie que le prélat a dit niet. Bon, vous pouvez décider d'aller aux élections, mais pas avec la dynamique qui porte mon nom. C'est là où tout a été bouleversé. Parce que lors de leur conférence de presse, ils avaient dit que Jean comprenait directement qu'ils préparaient les élections législatives. Pour les régionales, leur avis n'était pas clair là-dessus, mais c'était clair que pour les législatives, ils voulaient tout faire pour y aller. Alors que le prélat, lui, il ne veut pas qu'on associe son nom à une quelconque élection. Et donc, c'est là où il y a un problème. Les gens... Et donc, après la sortie du prélat... Parce qu'on nous a dit qu'ils ont respecté la volonté du prélat. Oui. En associant pas son nom. Voilà. Donc, la DMK devient la DMP. Donc, après la sortie... Et après quelques jours, on dit la DMK est là. Après la sortie, selon le rapporteur Thomas Soukoué, après la sortie du prélat, ils avaient décidé entre eux. Selon lui, les choses étaient allées très vite, comme on l'a constaté. Et donc, j'imagine un peu comment ça a eu à discuter au sein de ce groupe-là. Et donc, il disait que après la sortie du prélat, bon, ils avaient décidé que bon, si éventuellement ils décident finalement d'aller aux élections, ils iront sous un autre nom. Et le nom même était même décidé lors des discussions. Mais rien n'était sorti. C'était entre eux. C'était seulement dans l'état-major de la DMK. Tout était en discussion. Ils avaient même choisi un nom. Que bon, si éventuellement on décide d'y aller, voilà le nom qu'on portera. Genre, on ne dissout pas la DMK, mais voilà le nom qu'on portera pour alors, y aller. La première sortie n'était pas prévue quand les gens ont fait la sortie. Voilà. Genre, c'était ça quoi. Donc, c'est après quand les gens ont tenté de carrément laisser de côté la DMK pour aller à la DMP, que bon, ça... et le prélat se sont dit, voilà, non, on peut pas... C'est autre chose. Voilà, puisque les gens veulent rester dans une cohérence, genre, notre victoire, on reste persuadé que c'est nous qui avions gagné. Donc la victoire nous revient. Donc on fait tout pour avoir cette victoire-là. Et Thomas Soukoué l'a dit ce matin que même au soir d'une autre élection, eux, ils gardent cette position. Ils sont rassurés qu'ils auront leur victoire. Par quel moyen? Il a dit par quel moyen? La victoire de 2020 là. Voilà. Et il a dit par quel moyen? Je ne sais pas. Je cite, par quel moyen? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si c'est par des révolutions ou par des pressions de l'international, mais nous savons que au soir d'une autre élection, nous aurons une victoire. C'est ce qu'il a dit. Et donc, Dieu, pas des moindres, et donc c'était ça un peu ce qui s'est passé. Tout peut se passer. Hein? C'est le wait and see. En tout cas, alors, à part le a dit que bon, en politique, réserve beaucoup de surprises. Et donc, on espère, on est là, on attend. Alors, à part le politique DMP, DMK, il y a une autre... à part le feuilleton, hein, il y a un autre feuilleton. C'est le feuilleton MPDD. Avec la sortie du vice-président qui a dit le MPDD participera aux élections. Le président revient, le MPDD ne participera pas aux élections et le vice-président est exclu du parti. Alors, à l'approche de chaque élection au Togo, on voit tout ce qui se passe, surtout au sein de l'opposition. Quand est-ce que l'opposition togolaise comprendra, écoutez, qu'en se livrant à des guerres internes, ils sont en train de dresser un boulevard devant le parti au pouvoir? Ce que moi je vois, c'est l'inconséquence, l'incohérence d'esprit de nos compatriotes. Vous savez, je donne pas un exemple. Je suis gaulliste, mes parents aussi le sont, mes enfants le seront. Nous resterons comme ça. Ils n'auront jamais voir à gauche ou à droite. Nous sommes d'accord. Maintenant,
quand quelqu'un veut se convertir de l'autre côté, il quitte pratiquement la ligne familiale. Nous sommes d'accord. Alors, la DMK, c'est la base centrale, c'est le noyau central qui revendique une victoire. On ne peut pas quitter cette barque pour aller à une élection. Il y a problème. Maintenant, au niveau de Mais on peut changer de nom à la barque et aller aux élections. C'est ce que... Oui, écoutez, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, quand on change, vous savez, nous ne l'aurons pas. Monseigneur porte la marque déposée de la DMK. Aujourd'hui, il a fait une déclaration vidéo où il refuse que son nom s'associe à une élection. Nous sommes d'accord. Maintenant, ceux qui veulent aller ont donc choisi leur dénomination. Monseigneur Kodou reste dans ses bottes, cohérent avec lui-même. Il mourra peut-être en paix. Nous sommes d'accord. Maintenant, Gérard Adja, lui, il est sur le terrain, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, à Guillaume, il vit en exil. Donc, si le vice décide d'aller à ces élections, naturellement, ça fait un peu de la trahison. Ah, mais lui, il l'a déjà fait. Il ira à ces élections, il est exclu donc du parti. Nous sommes d'accord. Donc, c'est dire que... Donc là, il ira en tant que candidat indépendant. On ne sait pas. Je ne sais pas encore. Est-il qu'il sait comme il est exclu du parti. Du parti. Voyez-vous. Donc, je pense que le bon sens veut que ou vous restez DMK, vous le restez, ou vous quittez. C'est ça. C'est une question d'éthique, quoi. D'éthique et de bon sens. Voilà. Nous sommes d'accord. Moi, que vous voyez, je ne serai jamais membre d'un parti politique. Ah bon? Mais le jour où vous enlevez votre casquette de journaliste, ah mais non. Pourquoi dire jamais? Écoutez, vous savez, chacun... Après l'émission, par exemple, vous pouvez décider d'enlever votre casquette de journaliste. Chacun a ses convictions. Chacun dans la vie a ses convictions. Il y a des gens qui sont restés dans l'esprit de Sylvanus Olympio, c'est-à-dire le Togo, pour les Togolais à Blodé, etc. Et ils sont restés, prenez par exemple Kota Megavi, mais ils pouvaient être ministres, jamais. Il est resté cohérent avec ses idéologies. C'est ça un homme. C'est ça un vrai homme. En politique, par moment, il faut faire des concessions. On a toujours reproché aux gens ici au Togo, on a trop des gens sont incohérents. Non, mais à un moment donné, on dit aux gens en 2002, par exemple, Jospin Lionel dit c'est fini la politique et il n'est plus jamais revenu. Mais si vous parlez comme ça, c'est que c'est fini, demain il revient encore. Parler comme ça, c'est prôner le radicalisme. Non, c'est pas ça. S'il faut être cohérent avec soi-même, c'est rester en harmonie avec soi. Moi, je ne suis pas du genre, par exemple, peut-être à militer dans certains partis politiques. Ce n'est pas mon genre. Je ne le ferai jamais. Nous sommes d'accord. On ne sait jamais. Non, c'est ça. C'est-à-dire que quand un pape finit par se convertir à l'islam, il y a problème. Il n'y a pas de problème, c'est le même Dieu. Alors, Stan, on va finir rapidement avec vous. L'opposition qui se donne à des batailles internes. Voilà que cette fois-ci, ce n'est pas entre deux partis politiques comme on l'assistait dans le temps. C'est au sein d'un même parti où il y a la guerre. Pendant ce temps, les autres sont sur le terrain en train de travailler. Et les élections approchent. Oui. Le boulevard est en train d'être tracé devant les gens. Vous donnez la chance à d'autres partis politiques de l'opposition, vous donnez la chance aux partis au pouvoir, alors que vous étiez sorti deuxième. Vous étiez arrivé en deuxième position lors de la dernière présidentielle. Est-ce qu'avec ça, on peut encore conserver sa place, peut-être arriver deuxième au Parlement? Ça, je ne suis pas sûr, parce que avec ce feuilleton de DMK hier, DMP aujourd'hui,
les gens ont fragilisé ce mouvement. Donc ce mouvement n'a plus, en tout cas je ne suis pas sûr qu'il aura encore sa force d'il y a 3 ans. Donc ça je ne suis pas sûr parce qu'ils se sont fragilisés. Et donc en tout cas le travail, on verra ça à la fin, mais je pense qu'ils sont beaucoup fragilisés et ça ne va pas les avantager. Et par rapport à ce qui s'est passé au niveau du MPDD, je pense que les gens ont manqué, les gens ont manqué. Si vous êtes dans... Ils ont manqué de quoi? De sagesse? De bon sens, quoi, d'éthique dans leur fonctionnement. Si vous êtes dans un mouvement, vous épousez hier une idéologie et que du jour au lendemain, vous ne posez plus cette idéologie. Bon, c'est clair, quoi. Vous sortez carrément. Madame Adjamaboué et les siens pouvaient notifier clairement l'opinion que, bon, à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé, nous ne posons plus l'idéologie de la DMK, donc nous décidons de sortir nous-mêmes. Et on sait que, voilà, ils ne sont plus dans la DMK et ils peuvent emprunter leur route. Ça, c'est clair, quoi. On dira qu'en politique, on dira que, bon, ils ont eu le bon sens. Mais tel que c'est fait, on change de nom pour juste vider le contenu de la DMK, pour surfer sur sa force et travailler et avancer. Je pense que là, les gens manquaient de bon sens à ce niveau. Même celui qui a été exclu là, Gérard du MPDD. Voilà. Quand au moment où il n'épousait plus l'idéologie de son patron. Peut-être il essayait de leur faire comprendre qu'en politique, il ne faut pas rester radical jusqu'à la fin. À un moment donné, il faut être un peu souple. Le parti n'est quand même pas à lui. Et bon, c'est vrai que quand on a un bureau, n'est pas là depuis un certain temps, c'est lui. Quand on a un bureau, mais il est le premier vice-président, mais il n'est pas le seul dans le bureau. Quand on a un bureau, et que, bon, finalement, on ne pose plus l'idéologie du parti auquel on appartient. Bon, c'est-à-dire que c'est clair, quoi. C'est trop facile. Vous quittez et vous allez apporter votre idéologie, et puis c'est clair, quoi. Et les gens, ça clique, on manquait de faire ça, et puis voilà. Alors, merci à vous, Stan. J'espère qu'on merci. vous revoit à mardi prochain. Oui, oui, merci. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de cette émission aujourd'hui à 20h. Et jeudi, bon, je vous donne rendez-vous. Jeudi, si ce n'est pas le Ramadan, on se donne rendez-vous ici pour un autre numéro de notre émission. Merci une fois encore. Bonne journée à tous.